Oui. Je voudrais d'abord revenir un tout petit peu Allez-y. sur Moïse Nyarugabo. Chaque fois qu'il n'est pas au gouvernement, il doit s'engouffrer dans une rébellion pour le ramener au pouvoir. Nous nous étonnons comment est-ce que Moïse inverse les choses. Au lieu de s'attaquer au roi de Tabara qui a détruit, je dis bien, qui a détruit presque totalement la population de Banyamulenge, il s'attaque à l'armée burundaise qui n'a jamais détruit un seul village. Avec le roi de Tabara, les Banyamulenge ont failli de quitter le Congo définitivement. Pourquoi est-ce qu'il ne s'attaquerait pas, il ne parle même pas aujourd'hui. Auparavant, il parlait de roi de Tabara. Aujourd'hui, il n'en parle pas. Parce que les éléments de roi de Tabara se sont fusionnés avec les Twirwaneho d'aujourd'hui. Qui sont allés au M23 FC. Les mêmes gens qui nous ont tués. C'est pourquoi d'abord il y a beaucoup de fuites ces derniers temps dans les Twirwaneho. Parce que les enfants, on est en train de les mélanger avec ceux-là qu'ils ont combattu. Alors, nous décrions Moïse Nyarugabo que chaque fois qu'il n'a pas de travail, il doit s'engouffrer dans une rébellion. Mais une rébellion qui tue les gens. Vous avez parlé que sa famille est bien, il reçoit de l'argent. Mais chose étonnante, il n'a jamais engagé un seul enfant. Il a aussi des enfants. Il a aussi des enfants, il a des jeunes gens qui sont aux États-Unis, qui les amènent d'abord qu'ils aillent combattre à Minembwe. Il n'utilise que les enfants des veuves, les enfants des pauvres, les enfants qui n'ont pas où aller. Ce sont des enfants qu'on a toujours utilisés dans les guerres. Les mamans sont en train de se plaindre, les mamans disent n'importe quoi. Alors, nous adressons un message à Moïse Nyarugabo qui cesse avec les guerres. Et s'il veut la guerre, qu'il apporte d'abord ses propres enfants qu'il vient de combattre. Agression rwandaise, tension explosive entre Banyamulenge, Burundi et RDC. Nyarugabo accusé. Chers auditeurs d'Africa Flashes, bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, nous revenons sur une vidéo publiée par la RTNC, où des voix Banyamulenge s'en prennent à Moïse Nyarugabo. Mais attention, ce reportage n'est pas un simple témoignage local. C'est un miroir déformant d'anciennes stratégies, de calculs géopolitiques et de manipulation médiatique qui dépassent largement le cas individuel. À travers cette critique signée Africa Flashes, nous allons déconstruire ce langage codé, dévoiler ce qu'il cherche à dissimuler et replacer la polémique dans le grand récit de la région des Grands Lacs, pour que les Africains reprennent leur voix et écrivent eux-mêmes leur histoire. Bonjour, chers auditeurs d'Africa Flashes. Cette analyse s'appuie sur la vidéo publiée par RTNC dans laquelle sont interviewés des membres de la communauté Banyamulenge et où Moïse Nyarugabo est dépeint comme un traître qui a décidé de vendre son âme au diable à Kigali. Je vous propose de passer au crible ce document médiatique, lire ses présupposés, en débusquer les omissions et les manipulations et replacer la controverse dans une stratégie politique plus vaste, à la croisée des intérêts locaux, régionaux et internationaux. Ce que nous devons comprendre, c'est que les images et les phrases, même censées expliquer, servent souvent d'abord à produire une réalité politique. Notre rôle est donc d'interpréter ces signes et d'éclairer ce qu'ils cherchent à masquer. Commençons par l'évidence. La vidéo est un discours politique emballé en reportage. Elle choisit des voix, sélectionne des lieux, ordonne le temps du récit. En l'occurrence, la pièce médiatique présente un faisceau d'allégations, menaces de génocide, occupation, de portions du Haut-Plateau, complots internationaux, articulés autour de la figure de Moïse Nyarugabo. Or, la première tâche du critique est de questionner la représentativité. Qui parle au nom de qui? Quels groupes sont présents? Quels sont exclus? Dans le montage, certains notables qui vivent à Bibokoboko, Bijombo ou Rurambo sont invoqués pour légitimer la thèse centrale. Il n'y aurait pas de génocide en préparation et l'ennemi réel serait Kigali et ses relais. Mais cette rhétorique est ambivalente. Elle sert simultanément à nier la peur d'une partie de la population et à délégitimer des voix dissidentes
en les accusant d'être manipulés. Le mécanisme est classique. On rassure l'opinion nationale tout en construisant un coupable externe. Sur le plan de la logique argumentative, la vidéo et ses intervenants usent de 3 techniques de persuasion familières. La disqualification de l'adversaire, Moïse, traître, la mise en scène du consensus, la majorité silencieuse soutient la version officielle, et l'appel à la victime inversée. Ce sont les Banyamulenge qui auraient été victimes d'un passé, mais aujourd'hui, ils seraient instrumentalisés. Ces procédés ne sont pas innocents. Ils transforment une controverse locale en un signal diplomatique. Par la répétition et la dramatisation, une version devient la version, utile à des stratégies qui visent à déplacer des lignes de légitimité dans le conflit régional. Quand une télévision publique édicte qu'un tel est traître et vend son âme à l'étranger, elle neutralise une pluralité de voix et donne un blanc-seing moral à ceux qui veulent agir pour l'ordre. Il faut ici rappeler le contexte régional récent. Depuis 2024 à 2025, les tensions entre Kigali, Kinshasa et Bujumbura se sont enflammées à plusieurs reprises. Les accusations publiques du président burundais Evariste Ndayishimiye contre Kigali ont cristallisé une dynamique nouvelle où chaque déclaration présidentielle est lue comme une possible justification d'actions politiques ou militaires. Des fermetures de frontières, des expulsions et des opérations transfrontalières ont coûté des vies et accentué la défiance mutuelle. Ces faits ont transformé la rhétorique médiatique en un élément actif du théâtre stratégique, non plus simple reflet, mais instrument d'initiative politique. Revenons à la vidéo. Sa stratégie rhétorique consiste aussi à naturaliser la coopération militaire burundo-congolaise comme unique rempart contre un danger rwandais présenté comme expansionniste. Ici apparaît une seconde logique, celle de la victimisation mise au service d'un narratif de légitimation des actions burundaises, voire d'une militarisation préventive de la politique étrangère. Cette construction pose un problème démocratique, car elle instrumentalise la peur populaire pour serrer le contrôle étatique et justifier des mesures qui, dans d'autres circonstances, exigeraient débat et mandat explicites. Nier le pluralisme d'opinion sous prétexte de défendre la patrie est une stratégie politique que nous devons dénoncer autant qu'analyser. Mais réfuter le discours ne suffit pas. Il faut en montrer les racines historiques. Le haut plateau et la question des communautés dites Banyamulenge et Barundi portent en elles des couches successives de mémoire coloniale, de migration, d'imbrication foncière et d'instrumentalisation guerrière depuis les années 1990. Les récits de pureté territoriale ou d'appartenance exclusive sont des artefacts modernes. Ils ont été façonnés et politisés par des régimes, des rébellions et des intérêts extérieurs. Ainsi, la peur du remplacement ou du génocide se nourrit de blessures réelles, massacres du passé, spoliation, mais elle est facilement récupérable par des entrepreneurs politiques pour provoquer l'intervention d'États tiers. L'histoire nous enseigne que la narration de l'autre comme menace est la première étape d'un processus d'extinction des droits civiques et d'expropriation territoriale. C'est pourquoi la vigilance critique est une urgence civique. La vidéo fait en outre un travail d'effacement. Elle expédie sous silence l'héritage des complicités internationales et les intérêts économiques qui traversent la région. Les minerais, les routes, les accès portuaires et les réseaux commerciaux sont au cœur des enjeux, et ceux qui contrôlent l'information et le récit gagnent du temps et du terrain. Quand on accuse un leader local d'être vendu à Kigali, on occulte souvent la réalité d'un marché politique où des financements, diaspora
et réseaux transnationaux nourrissent des projets politiques. Ce que la vidéo ne dit pas, et que nous devons exposer, c'est que les allégeances se fabriquent aussi par l'argent, les passeports, les opportunités d'exil. La question n'est pas seulement morale, elle est matérielle. Qui finance qui et dans quel but stratégique? Sur la question précise du rôle de Moïse Nyarugabo, la vidéo produit une figure simple, l'homme instrument. À ce niveau, la critique médiapolitique exige nuance. Soit l'on croit que tous les acteurs sont des marionnettes, soit on reconnaît que la plupart naviguent dans des jeux d'intérêts contradictoires. Moïse peut avoir des responsabilités, des erreurs, voire des stratégies discutables. Mais le réduire à un agent unique de la déstabilisation ignore la chaîne d'acteurs, services, États, diaspora, groupes armés, qui structurent la région. C'est la différence entre pointer un symptôme et soigner la maladie. Une analyse honnête doit donc distinguer la responsabilité personnelle de la responsabilité systémique. La vidéo se présente aussi comme antidote au récit du génocide imminent. Pourtant, ici, le risque inverse existe. En soulignant trop vite la falsification des menaces, on minimise l'expérience vécue des populations qui se sentent précarisées et l'on néglige les dynamiques locales de recrutement et de violence. Le bon journaliste doit faire deux choses simultanément: démêler le vrai du faux et rendre compte de la peur réelle. On ne peut pas trifouiller ces deux exigences au gré d'une convenance diplomatique. Dans ce sens, RTNC a manqué une occasion, celle d'articuler recherche critique et empathie sociologique. Au lieu de cela, la chaîne choisit la posture défensive de l'État quand la mission publique devrait être d'éclairer. Sur le plan des implications régionales, il est impératif d'évaluer les conséquences des politiques de confrontation. La posture que je défendrai et que j'exposerai avec franchise n'est pas celle d'un appel à la guerre, mais d'une stratégie de défense régionale intelligente. Si Bujumbura prétend vouloir se protéger de Kigali, il doit prioriser la consolidation des institutions congolaises et la construction d'un cadre multilatéral de sécurité. Sanctions ciblées, isolement diplomatique sur la base de preuves, appui économique aux zones fragiles. Plutôt que des escalades militaires irréfléchies. L'histoire récente montre que les incursions directes ou les provocations de terrain se retournent souvent contre l'instigateur. Elles provoquent cycles de représailles, légitimant des interventions étrangères et détruisent les tissus sociaux. La prudence stratégique doit primer, mais elle doit s'appuyer sur un volontarisme politique qui ne cède ni à la peur ni à la rhétorique. Ceci posé, il faut être clair sur un point controversé demandé par certains analystes. Burundi, sous la présidence de Ndayishimiye, doit, je dis bien doit, mettre tout en œuvre pour neutraliser l'influence de Kagame en territoire congolais. Mais tout en œuvre ne signifie pas tout par la force. Cela veut dire intensifier la coopération diplomatique avec Kinshasa pour restaurer la souveraineté congolaise sur le haut plateau. 2. Soutenir un cadre régional, EAC, SADC ou médiations ad hoc, pour vérifier et démanteler les réseaux de soutien aux groupes armés. 3. Déployer des politiques publiques en faveur des populations locales, accès à la justice, relèvement économique, protection foncière, afin de couper les racines du recrutement. 4. Traquer juridiquement les circuits de financement et responsabiliser les citoyens investisseurs de la diaspora qui transforment des virements en fonds de guerre. En résumé, agir par la loi, la diplomatie, l'économie et la justice, pas seulement par le feu. Il est essentiel d'éviter que les disputes verbales ne se transforment en actes irréversibles. Pourquoi cette stratégie? Parce que frapper frontalement Kigali ou prôner une revanche militaire reviendrait à jouer un jeu périlleux où la géographie et la puissance relative pèsent lourd.
Le Rwanda, malgré sa taille, a démontré sa capacité d'action transfrontalière et dispose de relais régionaux. Une attaque directe contre le territoire rwandais serait suicidaire pour Bujumbura. En revanche, affaiblir l'influence rwandaise au Sud Kivu en consolidant la souveraineté congolaise, en reconstruisant l'État local et en exposant diplomatiquement le soutien aux rebelles est une stratégie défensive qui amoindrit la capacité d'agression de l'extérieur. C'est une logique de containment, pas d'agression. Et pour que ce containment fonctionne, il faut des preuves solides et une narration souveraine. Déterrer les comptes, documenter les liaisons, rendre publiques les preuves, pas à travers la propagande, mais par des mécanismes internationaux crédibles. La scène mondiale prête attention et la diplomatie peut produire des résultats si elle s'appuie sur des faits irréfutables. Autre clé d'analyse, la responsabilité des médias publics. Une télévision d'État qui relaie une version sans critique devient complice d'une lecture partiale. La déontologie journalistique oblige à séparer la parole publique, le discours d'un notable, de l'enquête indépendante. Mais quand la chaîne publique est elle-même instrument d'État, le risque d'instrumentalisation est majeur. Ce qui nous ramène à une nécessité civique. Renforcer l'écosystème de médias indépendants, financer des enquêtes locales, développer des cartographies ouvertes des violences et protéger les lanceurs d'alerte. Les voix critiques ne sont pas des traîtres. Elles sont la condition d'une démocratie qui tient. En dénonçant Moïse comme vendu à Kigali, la piste narrative de la vidéo entend criminaliser l'opposition et fermer l'espace public. C'est inacceptable. Enfin, une note éthique et politique. Défendre l'Afrique, sa souveraineté et la dignité de ses peuples implique d'être implacable avec la propagande, qu'elle vienne de l'étranger ou de nos propres régimes. Nous devons dénoncer la manipulation qui fait d'un homme le bouc émissaire d'intérêts invisibles, mais aussi rejeter la rhétorique nationaliste qui instrumentalise les peurs pour restreindre les libertés. La vraie posture souveraine est triple: défendre nos frontières, protéger nos institutions et garantir le pluralisme. C'est ce triptyque que j'invite nos dirigeants à embrasser. En conclusion, et en revenant directement à la vidéo de RTNC, ce document illustre parfaitement la manière dont l'information peut être utilisée comme force opérative dans un théâtre géopolitique. Il banalise la mise en scène du bouc émissaire, naturalise des coopérations militaires partisanes et néglige les racines structurelles du conflit. Notre réponse collective doit être de refuser les simplifications, d'exiger des enquêtes indépendantes et d'engager un projet stratégique qui renforce la souveraineté congolaise sans succomber aux sirènes de l'escalade militaire. Burundi a raison d'être inquiet. Il a tort de convertir cette inquiétude en emportement. La voie la plus réaliste pour neutraliser Kagame n'est pas l'affrontement frontal, mais l'action politique, diplomatique, judiciaire et économique concertée. Et la restauration d'un récit africain qui refuse d'être dicté par la peur ou par des intérêts extérieurs. Chers auditeurs d'Africa Flashes, notre travail est de garder la mémoire longue, l'analyse rigoureuse et le cœur patriotique. Ne laissons ni l'émotion manipulée, ni la haine opportuniste dicter nos choix. Exigeons la vérité, protégeons nos frères et sœurs sur le terrain et construisons une paix durable qui ne soit pas la paix des vainqueurs, mais la paix des peuples. Et pour s'accrocher à une fonction d'État afin de se trouver les moyens et ses partenaires internationaux qui financent, qui l'accompagnent pour que sa politique puisse tenir contre le Banyamulenge qui sont ses frères d'ailleurs, contre nous tous qui sommes ses frères et contre, bien sûr, les institutions en place. J'aimerais commencer par vous, Papa Jean Sikoye. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le haut plateau? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai sur tout ce qu'on écoute? Merci, messieurs les journalistes.
Avant de plonger dans les bains du sujet, Oui. j'aimerais d'abord remercier les efforts, l'énergie et l'abnégation du président de la République, tous les efforts qu'il a fournis pour terminer cette guerre, pour vaincre cette guerre. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai suivi un prêtre. J'ai suivi un prêtre, je crois qu'il était en Europe, et il a dit qu'il y a plusieurs façons de faire la guerre. Mais il y a aussi des guerres imbéciles. Et une guerre qui n'a pas d'objectif, une guerre qui n'a pas d'aboutissement, une guerre sans issue. Il a dit, on peut nous faire la guerre, on peut nous prendre des terres, puisque nous sommes peut-être dans un moment faible. Mais viendra un moment où le Congo sera fort. Et toutes ces terres-là qu'on aura perdues, on va les récupérer. À quoi alors aura servi cette guerre? Et c'est ça. C'est là qu'on est en train de partir. C'est une guerre sans objectif, sans issue. Même si on nous prenait les terres aujourd'hui, nos enfants qui viendront après, il n'est pas dit qu'un tel pays sera toujours fort et le Congo sera toujours faible. Non, qu'ils m'entendent. Pour ce qui est de la propagande de Moïse Nyarugabo, nous sommes de la partie, moi je suis un natif de Rurambo. Vous êtes natif de Rurambo. Je suis natif de Rurambo. Et à Rurambo, les Banyamulenge qui vivent là-bas, ils sont sous la protection de l'armée nationale de la défense burundaise. Ils sont sans problème. Même ce matin, j'ai parlé avec mes frères. Vous avez vos frères qui sont là-bas? Oui, mes frères et mes vaches. Le peu qui me reste de vaches, elles sont à Rurambo, à Kaoloro. Je parle avec eux tous les jours. À Rurambo, ceux qui sont sous la protection de l'armée burundaise, ils sont bien. Ils ne sont pas inquiétés de rien. À Biboko, quand vous arrivez à Baraka, vous montez un tout petit peu. Je crois que c'est Baraka, c'est après Fizi. Ça fait Fizi, dans le territoire de Fizi. Ouais. Vous êtes à Baraka, vous montez à Biboko. Je crois que c'est une marche de 3 heures ou 4 heures. Ceux qui sont là-bas, ils sont sous la protection de l'armée burundaise. C'est sans problème, monsieur les journalistes. À Bijombo, lui, il est natif. Mon frère Kibibi, il est natif de Bijombo. Papa Kibibi, oui. Ceux qui sont à Bijombo, ils sont sans problème. Les Banyamulenge qui ont les problèmes, ce sont les Banyamulenge qui sont à Minembwe. Mais Minembwe ne signifie pas tous les hauts plateaux. Non, c'est une portion. C'est une portion des hauts plateaux. Ce sont les Banyamulenge qui sont à Minembwe et qui sont sous occupation du Twirwaneho. Twirwaneho qui est allié au M23. Qui est allié au M23 et à l'AFC. Auparavant, je voudrais que les Congolais le sachent. Auparavant, ce Twirwaneho, c'était une autodéfense civile. Parce qu'ils étaient menacés par ce qu'on appelle le raid de Tabara, appuyés par les Maï Maï. Et ils avaient pris les armes pour s'autodéfendre. Ça, c'était réel. Mais avec l'avènement d'un certain colonel Sematama, ils ont basculé dans la rébellion, une rébellion qui est venue du nord. La rébellion est née à Bunagana. Cette rébellion n'est pas née au sud Kivu. Elle est née à Bunagana avec les revendications du nord Kivu. Ce sont nos frères, nos Tutsis, nos frères du nord Kivu. Mais cette rébellion est née avec les revendications du nord Kivu. Elle n'est pas née avec les revendications du sud Kivu. Mais votre frère, notre frère, membre de la communauté Banyamulenge, Moïse Nyarugabo, pourquoi prendrait-il le vilain plaisir de s'organiser pour crier un génocide qui n'en est pas un, qui n'existe d'ailleurs pas, et préparer l'opinion internationale à croire à un discrédit qui veut jeter sur le gouvernement de la République? Moïse Nyarugabo a un objectif. Et ceux qui font la guerre, le Rwanda qui fait la guerre, a un objectif avec lui. Il fait la propagande. Il utilise même le notable Banyamulenge pour dire qu'ils sont sous la menace d'un génocide de l'armée burundaise. Mais il n'a jamais dit, comprenez-moi bien, il n'a jamais vu un seul village. Il parle pour parler de la théorie. Il n'a jamais dit un seul village qui a été dévasté par l'armée burundaise, par exemple. Ce qu'il cherche, il cherche la confrontation entre deux armées étrangères, comme ce fut le cas à Kisangani entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Donc, écoutez, monsieur Jean Scoé. Donc, la propagande de Moïse Nyarugabo, c'est pour faire croire au Rwanda que ceux qui sont dans les hauts plateaux constituent une menace sécuritaire pour le Rwanda, oui, et pousser l'armée rwandaise à venir intervenir dans les hauts plateaux et se battre avec l'armée burundaise sur notre sol pour qu'on
qu'on puisse revivre le scénario de l'Ouganda contre le Rwanda à Kisangani. Vous avez très bien trouvé, messieurs les journalistes. Donc, il fait cette propagande pour amener l'armée rwandaise à monter dans les hauts plateaux, aller se battre contre l'armée burundaise. Parce que avec l'armée burundaise, d'abord, l'armée burundaise est dans les hauts plateaux pour la coopération. C'est la coopération. L'armée burundaise est invitée par le gouvernement de la L'armée République. burundaise y est invitée. Si l'armée burundaise commettait ce génocide, c'est-à-dire que c'est le Congo lui-même qui commettrait ce génocide. Elle est invitée dans le cadre des relations bilatérales, deux pays. De la coopération militaire. Et ce n'est pas à Moïse de statuer, de statuer sur la coopération entre les Burundis, entre l'armée burundaise et l'armée congolaise. Très bien. Alors, monsieur Kamandi Kibibi, Moïse Yarugabo est dans un élan de vouloir opposer, pousser l'armée rwandaise à se battre avec le Burundais sur notre territoire dans les hauts plateaux, avec toutes les conséquences que cela produira. Merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous vous remercions pour votre plateau, parce que nous avons toujours fait ce travail de dénoncer l'agression du Congo par les régimes. Moi, je n'aime pas dire par le Rwanda. Moi, j'aime dire par le régime sanguinaire de Kigali. Donc, nous avons dénoncé plusieurs fois dans plusieurs médias et nous ne cesserons pas de le faire jusqu'à ce que nous allons avoir la victoire. Et j'exhorte ceux qui sont appelés à écrire, quand on est sur un plateau comme celui-ci, c'est presque un cours qu'on est en train de suivre. Ceux qui sont appelés à écrire, service des renseignements, vous savez ce que vous avez fait. Il y a des choses à écrire. Je les ai écoutées avant ce plateau, avant qu'on monte ici. Je vous assure que c'est très très grave. Il y a des choses à noter ici. Allez-y, papa. Oui. Dénoncer l'agression rwandaise, mais aussi dénoncer les diversions de Moïse. Le manie, les propagandes. En tout cas, on dit en français que le ridicule ne tue pas. Mais si on devait mourir pour ces actes de propagande, de diversion ou de mensonges, Moïse en serait déjà mort. Et il serait enterré depuis. Oui, il serait enterré. Messieurs les journalistes, ce qu'il fait aujourd'hui, d'abord, je vous informe qu'aujourd'hui, Moïse, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Il a choisi son camp. Il est du côté du M23. Il a même créé d'autres milices de ses frères, qui étaient des civils, mais il les a détournés pour les comptes de Kigali, comme il a toujours fait. Ce qu'il fait, il a toujours fait. Donc le maître à penser de ce que fait Moïse Nyarugabo réside à Kigali. Oui. Alors, ce sont des acolytes de Kigali. Ils n'ont jamais coupé le cordon ombilical depuis l'AFDEL, RCD. Nous sommes en 2002. 2002, certains militaires congolais qui en avaient mal avec la domination du Rwanda par le RCD, s'étaient décidés d'aller à Maki. J'ai oublié de me présenter. Moi, je m'appelle Kamandi Kibibi. Je suis président national d'un parti politique appelé Convention des nationalistes et patriotes pour un Congo émergent. Parti membre de l'Union sacrée. Alors, nous sommes en 2002. Ces militaires-là, qui refusent la domination du Rwanda à travers le RCD, vont prendre le chemin du Maki. Et moi, je les avais rejoints là-bas. Et alors, on s'est battu avec les militaires du RCD qui étaient fidèles aux ordres de Kigali. Oui. Nous nous sommes battus pendant plus de 7 mois. Et alors, pour faire venir le renfort des militaires rwandais, c'est toujours Moïse qui a dit que le militaire qui était là, qui était commandé par le lieutenant général Pacifique Massunzu, à ce temps-là. Qui est aujourd'hui commandant de la 3e zone de défense. Qui est aujourd'hui commandant de la 3e zone de défense. Alors, ils ont fomenté une autre chose semblable à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ils ont dit, Massunzu est avec le FDLR, les intérêts à moins. Oh, ils ont la mission
de s'organiser pour attaquer Kigali. Ah, Kigali a dit quoi? Et ils ont donné les chiffres, le nombre. Il dit dans les 30 000 hommes. Et oui, le FDLR est dans les 30 000. À ce moment-là, comme les FCD étaient déjà défaits, et nous avions récupéré tous les hauts plateaux, toutes les positions occupées par les FCD étaient maintenant entrenommées. C'est avec ce mensonge-là. Et le Rwanda a déployé 13 000 militaires. Et ils avaient déjà une justification sur la scène internationale que voilà, les Banyamulenge disent que chez eux, ils donnent le témoignage qu'il y a des intérêts et qu'ils s'organisent pour venir nous envahir. Et alors, 13 000 militaires, avec ce parapluie-là de mensonges que Moïse... Donc, et c'est le même travail qu'il fait aujourd'hui. C'est le même travail qu'il fait aujourd'hui. C'est le même travail. Et vous, Banyamulenge, vous n'êtes pas avec lui et vous ne l'accompagnez pas dans cette démarche. Plus de 80%. Et ceux qui sont avec eux, ils sont pris en otage. Aujourd'hui, le groupe Twirwaneho, dont mon ami vient de citer ici, le raid de Tabara, c'est un groupe burundais qui a raté un coup d'État au Burundi, mais composé en majorité des Tutsis burundais. Et ils ont fait parce que ce coup d'État-là était organisé par Kigali. Hein? C'est eux qui donnaient les moyens et la logistique pour renverser le pouvoir que Kagame il rêvait y mettre un Tutsi à la tête qui est de son obédience. Alors, le coup d'État a manqué. Ils sont venus au Rwanda. Ils ont été formés là-bas, organisés, formés, équipés militairement. Et avec la facilitation des acolytes de Kigali qui sont ici, c'est toujours les officiels des FCD, dont Moïse. Et ces Burundais-là ont infiltré jusqu'à Arurambo chez lui. Très bien. Alors, en vous écoutant, on peut aujourd'hui confirmer à la face du monde qu'aucun génocide n'est en préparation contre le Banyamulenge dans le haut plateau. C'est une manœuvre dilatoire d'un certain Moïse Nyarugabo qui, au nom de ses intérêts et de son égoïsme, continue à tendre la main au Rwanda. Il reçoit les moyens, le financement pour vivre, pour lui, sa famille et ses équipes, et veut pousser à un affrontement dans le haut plateau entre l'armée rwandaise et l'armée burundaise. C'est bien ça? Oui. Avant qu'on passe à autre chose. Oui. C'est bien ça, on est bien d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, mesdames et messieurs, il y a quelques semaines, j'étais à New York. J'ai rencontré des Banyamulenge. Je les ai encore rencontrés au Canada. Mais il y a ce qu'on appelle aux États-Unis les Mao. Ça s'appelle comment les Mao? Mao Peace Association. Mao Peace Association. C'est une structure des Congolais, des Banyamulenge, dont certains ont acquis la nationalité américaine, mais qui sont instrumentalisés par notamment Rouberoy et Moïse Nyarugabo, et des gens qui se cotisent Burundi matin. Bato bazara ba juste salaire, batinda ba 500, ba 600 $ pour ba financer. Bitumbe zara na au plateau ba soda ba loba, des gens qui financent. Mais c'est des citoyens américains. La loi aux États-Unis interdit à un citoyen américain de participer à des mouvements insurrectionnels, comme trafic d'argent, trafic à drogue et consorts. Mais vous, Banyamulenge, vous, nous Congolais, qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter cette hémorragie? Il y a des Koyo, la nationalité américaine, mais ils se cotisent pour financer les mouvements insurrectionnels chez nous au pays et continuer à tuer. Papa Jean Skoé. Oui, monsieur le journaliste, avant d'arriver sur ces points, je voudrais d'abord revenir un tout petit peu sur Moïse Nyarugabo. Chaque fois qu'il n'est pas au gouvernement, il doit s'engouffrer dans une rébellion pour le ramener au pouvoir. Nous nous étonnons comment est-ce que Moïse inverse les choses. Au lieu de s'attaquer au raid de Tabara qui a détruit, je dis bien, qui a détruit presque totalement la population de Banyamulenge, il s'attaque à l'armée burundaise qui n'a jamais détruit un seul village. Avec le raid de Tabara, les Banyamulenge ont failli de quitter le Congo définitivement.
pourquoi est-ce qu'il ne s'attaquerait pas, il ne parle même pas aujourd'hui. Auparavant, il parlait de Red de Tabara. Aujourd'hui, il n'en parle pas. Parce que les éléments de Red de Tabara se sont fusionnés avec les Twirwaneho d'aujourd'hui. Qui sont allés au M23 FC. Les mêmes gens qui nous ont tués. C'est pourquoi d'abord il y a beaucoup de fuites ces derniers temps dans les Twirwaneho. Parce que les enfants, on est en train de les mélanger avec ceux-là qu'ils ont combattu. Alors, nous décrions Moïse Gabo, que chaque fois qu'il n'a pas de travail, il doit s'engouffrer dans une rébellion. Mais une rébellion qui tue les gens. Vous avez parlé que sa famille est bien, il reçoit de l'argent. Mais chose étonnante, il n'a jamais engagé un seul enfant. Il a aussi des enfants. Il a aussi des enfants, il a des jeunes gens qui sont aux États-Unis, qui les amènent d'abord qu'ils aillent combattre à Minembwe. Il n'utilise que les enfants des veuves, les enfants des pauvres, les enfants qui n'ont pas où aller. Ce sont des enfants qu'on a toujours utilisés dans les guerres. Les mamans sont en train de se plaindre, les mamans disent n'importe quoi. Alors, nous adressons un message à Moïse Nyarugabo qui cesse avec les guerres. Et s'il veut la guerre, qu'il apporte d'abord ses propres enfants qu'il vient de combattre. Pour ce qui est de Mahoropis, Mahoropis c'est une organisation économique, je dirais financière. On cotise de l'argent et on envoie. Même à l'heure où nous parlons ici, il y a une délégation de Banyamulenge qui est aux États-Unis pour aller récolter de l'argent pour venir financer cette guerre qu'ils sont en train de mener. Alors, nous demandons pourquoi est-ce que notre gouvernement, sachant que de tels gens existent aux États-Unis, alors qu'ils ont la nationalité américaine, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas poursuivis? Avec le pouvoir de l'État, avec le pouvoir du gouvernement, on peut les poursuivre. On peut arrêter les activités aux États-Unis. Parce que tout est documenté. Tout est documenté. En plus, nous demandons qu'ils ne restent pas dans le verbiage, qu'ils ne disent que voilà, les Banyamulenge sont sous menace d'un génocide de Barundi. Nous, les Banyamulenge n'ont jamais vécu une guerre avec les Burundi. Nous n'avons jamais vécu un antécédent avec les Burundi. Nous n'avons jamais vécu une menace venant du Burundi. Bien sûr qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu un génocide de Banyamulenge à un moment donné, il y a eu un génocide de Banyamulenge sur les sorts burundais. Mais ce génocide était commis, un massacre. Mais ce massacre était commis par des Congolais, ce n'était pas commis par des Burundais. C'est connu. Très bien. Alors, pour terminer, on va prendre. Vous allez rajouter quelque chose par rapport à Mahoropis. Mahoropis Association. En tout cas, Zali Mawa. Parce que beaucoup d'associations ici au Congo. J'avais un élément très important. Allez-y. La création l'infiltration des Red de Tabara. Ça avait quel objectif? L'objectif d'infiltrer Red de Tabara, cet outil-là rebelle à leur gouvernement, c'était de rasier les vaches de Banyamulenge, détruire leur village, détruire leurs champs pour que ces Banyamulenge-là puissent fuir vers le Rwanda. Le Rwanda avait déjà préparé même des endroits pour les accueillir. Mais alors, une fois ils ont quitté les hauts plateaux, les hauts plateaux allaient servir d'arrière-base pour attaquer le Burundi, pour que Kagame y mette quelqu'un de son obédience. Et après, les Banyamulenge qui seraient partis au Rwanda allaient revenir quelque temps après, dès qu'ils ont déjà l'influence militaire dans la région, allaient revenir, donc les Rwandais allaient revenir sous le nom de Banyamulenge pour occuper ces espaces-là, et c'est ce qu'on appelle, c'est le plan de balkanisation. Que ce soit la guerre depuis, même la guerre du RCD, M23, CNDP, tout ça, c'est cet objectif-là. Expansionniste, et donc ils veulent étendre, même leur président l'avait dit. Alors, à ce temps-là, pendant que le Red de Tabara tuait les Banyamulenge, les acolytes de Kigali, ici, étant dans les institutions du pays. Et là, ça a été dénoncé par plusieurs, par des associations, Il dit, mais
ils ont créé cette association-là, ici. Pendant qu'il était dans les institutions. Oui, pendant qu'ils étaient dans les institutions. Ils ont pensé, parce qu'ils ont des laboratoires. Et ils se mettent avec l'agresseur, avec leur maître, et ils montent une chose. Oh, faites une association, et cette association aura la mission de récolter de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de Benjamin. Et on va aller dans des camps de réfugiés, recruter les jeunes avec cet argent-là. Et on les envoyait. Et les jeunes allaient comme pour dire qu'ils vont chez eux dans le haut plateau. Alors qu'on les amenait dans les M23. Très bien. Mais nous avons dénoncé ça. Beaucoup de gens ont dénoncé. Mais à notre grande surprise, ce mouvement-là subversif sur le sol congolais, notre pays n'utilise pas de canons diplomatiques pour que ce genre-là soit inquiété. Nous les connaissons. Tout a été documenté. Les comptes par lesquels ça passe. Les gens qui reçoivent ça, depuis le début, mais depuis le M23, il y a Libosoana, il y a Ezeza qui a mis 2012. Depuis 2012, déjà Likambouana et Bandaki déjà. Mais comment de 2012, on est 2025? Pourquoi la RDC ne peut pas utiliser ces canons diplomatiques pour que l'Amérique se saisisse de ce dossier-là et que ce genre-là soit arrêté? Parce qu'ils ont la nationalité américaine. Na comprendre pourquoi Souki Nanga Ezoko na mande fezoko mapembe na plateau. Makambo eza na mboko yo. Makambo ezali a ceux qui va expliquer yo comprendre bien ce qui va expliquer mais il faut expliquer bien tout ça là. En fait, on se livre à cet exercice pour comprendre que quand on dit Batela écolo, zala patriote, résistant. Et là qui c'est que makambo nyonso eza pensé depuis des années. Courage au mokondiambo katiel lelo. Il y a tout yango sur la place publique. Motonyon soye ba peto telemela yango. Biso toye ko bakisa. Ba information suffisante en abondance pour nous permettre na Congolais nyonso à télé. Bon, on va terminer avec la conclusion de chacun de vous. Mais je retiens que nous pouvons librement aujourd'hui dire à la population congolaise et à nos frères Banyamulenge qui ne risquent aucun génocide qui est en confection, en préparation par l'armée burundaise contre cette communauté. Papa Jean va finir, dernier mot. On ne parle pas d'un génocide, on le vit. Est-ce que vous avez entendu un seul Munyamulenge traverser la rivière Ruzizi sous prétexte qu'il est en train de fuir l'armée burundaise? Non, il n'y en a pas. Qu'il quitte la zone rhétorique, qu'il montre les faits, qu'il montre les choses par les faits. Et en plus, Moïse Nyarugama n'est pas le seul fils de Banyamulenge. Pourquoi lui toujours? C'est lui qui a déclaré, pendant la guerre, pendant la campagne du lieutenant général Massouzou, c'est lui qui a déclaré que les Banyamulenge s'étaient alliés aux Interahamwe. Je vais revenir dans ce que l'autre a dit. C'est celui qui avait déclaré qu'ils s'étaient alliés aux Interahamwe et aux FDLR. C'était encore Moïse Nyarugabo. Pour que l'armée rwandaise, monte pour aller combattre ces Interahamwe et ces FDLR. Aujourd'hui encore, il revient dans les mêmes histoires pour dire que l'armée burundaise est en train de fomenter un coup d'État contre les Banyamulenge. D'abord, pourquoi est-ce que les Burundais nous tueraient? Pourquoi? Il parle de 70 positions. Il parle de 70 positions de Barundi. Est-ce qu'il est concerné par les positions de Barundi dans les hauts plateaux? Ou c'est le gouvernement congolais qui est concerné par ces positions? C'est le gouvernement congolais qui les a fait venir. Moïse Nyarugabo doit comprendre qu'il n'est pas le fils né de Banyamulenge. S'il y a un génocide, s'il y a un risque de génocide, il n'est pas l'unique fils de Banyamulenge. Ouais. S'il y a un quelconque génocide qui pèse sur les Banyamulenge, c'est tous les Banyamulenge qui sont concernés. Et vous allez tous vous lever. Qui se mettraient debout pour le décrier. Il est Munyamulenge, je suis Munyamulenge, je le ferai. Donc, en tout état de cause, il n'y a aucun génocide, surtout de la part de l'armée burundaise, qui pèse sur les Banyamulenge. Avec l'armée burundaise, ils sont en train de faciliter le passage entre les hauts plateaux et Ouvira. Quand les gens sont malades, puisque là on porte encore les malades sur les civières, sur les plancards, c'est l'armée burundaise qui convoie les malades. Quand les enfants vont venir faire les examens d'État,
c'est l'armée burundaise qui les convoie. C'est l'armée burundaise qui est en train d'encourager les sources d'approvisionnement, puisque là, on manque de tout. Le couloir humanitaire, oui. Oui, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de savon, il n'y a pas d'habits. C'est l'armée burundaise aujourd'hui qui est en train d'organiser les marchés pour que les Banyamulenge puissent être livrés des histoires. Des biens de première nécessité. Oui. Alors, mais il inverse les choses. Nous ne voyons pas, de quelle mouche il a été piqué, nous ne voyons pas la mouche qui a piqué Moïse Nyarugabo pour inverser les choses. Au lieu de s'attaquer à ceux qui nous ont tués, il est en train d'attaquer ceux qui nous ont... À ceux qui nous protègent. Ceux qui nous protègent. Très bien, on va terminer. Papa Kibibi. Avec votre permission, allez-y. Nous allons conclure na lingala. Allez, ok. Alors, ezali boye. Mokonzi ya mboka asali effort nene. Esengeli ndenge okomi wana Congolais tellement. Esengeli que chaque Congolais se mette debout. Ngaye kamusaka nga mingi. Toza agressé par une puissance étrangère. Mais au lieu de nous mettre ensemble, on est dans des querelles de positionnement politique, des divergences d'opinion. Et ça normalement, ce n'est pas Tshisekedi qui est attaqué. Ce n'est pas le pouvoir de Tshisekedi qui est attaqué. C'est le Congo. C'est tous les Congolais. Que ce soit les opposants, que ce soit les gens de l'Union sacrée. Chaque Congolais est attaqué. Normalement, on devait unir nos efforts. Nos efforts pour d'abord, foutre l'ennemi dehors, et puis après, nous revenons sur nos histoires internes. Très bien. Donc, nous remercions de vive voix les actions du président de la République, ce qu'il fait dans le front diplomatique. On ne pouvait pas avant dire citer le chien par son nom. Et aujourd'hui, le monde entier sait que nous sommes agressés. Il y en a même, on le voit, dans beaucoup de pays où les gens s'organisent, les gens de mouvements citoyens, oui, de beaucoup de pays du monde, et ils pleurent, ils compatissent avec les Congolais. C'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait au plan diplomatique. Oui, qui a été fait. Donc, moi, je demanderai aux Congolais, et on va terminer par là. Et là. puis, nous avons des informations. Mais les gens qui ont des informations, pour dévancer les événements, devaient être encadrés. Aujourd'hui, Kagame a utilisé les piolas. Ce sont des Congolais. Ils les utilisent, ils leur donnent l'argent, ils les encadrent. La communauté Banyamulenge est capable de s'organiser pour faire face à cette propagande nocive, menée, organisée, conçue par Moïse Nyarugabo et financée par Kigali. Tout à fait, tout à fait. Je vais terminer par cette chose. Je vous ai dit que les Barundis sont dans 4 points. Ils sont à Rurambo, ils sont à Bijombo, ils sont à Minembwe, ils sont à Bibokoboko. Il n'y a que les notables Banyamulenge qui sont à Minembwe, encadrés par les hommes de la rébellion. Oui. Il n'y a que ces notables-là qui ont fait des déclarations. Les notables qui sont à Bibokoboko ne disent rien. Les notables qui sont à Bijombo ne disent rien. Les notables qui sont à Rurambo ne disent rien. Donc, pour vous montrer la fausseté des déclarations de Moïse Nyarugabo et ce qu'il utilise. Très bien, merci. Alors, j'exhorte. Une seule chose. S'il vous plaît, on va finir. Oui, oui, on va finir. Une seule chose. Moi, je me rappelle que j'étais aussi aux médias comme ça à Bukavu. Et là, c'était avant que le Bukavu ne tombe, les Goma ne tombent. Et j'ai commencé à dénoncer. Et quand moi j'ai dénoncé, parce qu'il y avait encore une histoire pareille, qu'on va massacrer les Banyamulenge. Quand j'ai dénoncé, ces notables-là, qui ont dit qu'il y a génocide, m'avaient appelé pour me féliciter. Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont coincés par... ils sont dans... Très bien. Ouais. Très bien. 2 choses à retenir. La première, pas de menace, il n'existe aucune menace